Martineau. Le parrain de l'actualité. Alors, le bureau d'enquête et des éditions du journal publie un livre. Et puis là, c'est pas parce que c'est québécois. C'est un livre essentiel, c'est un livre important. C'est une enquête vraiment hallucinante sur Pornhub. Ça s'intitule L'Empire du sexe. C'est coécrit par Noraté Lamontagne, Nicolas Brassard et Jean-François Cloutier. Jean-François est avec nous. Écoute, c'est une enquête hallucinante. D'ailleurs, Pornhub est une entreprise connue dans le monde entier. J'imagine que ce livre-là, je sais qu'il va sortir, ou il est sorti en France. Oui. J'imagine, est-ce qu'il va être traduit aussi, puis sorti, parce qu'aux États-Unis, on connaît Pornhub, dans le Canada anglais, on le connaît, un peu partout à travers le monde. On espère que ça soit traduit, effectivement. Je pense que le sujet peut toucher à peu près toute la planète, sachant la portée de Pornhub. En fait, c'est dans les sites les plus visités sur Internet, là, toutes catégories confondues. Longtemps, ça a été dans le top 10. Et là, je pense qu'on me dit que c'est rendu dans le top 20, mais c'est vraiment un site là, extrêmement fréquenté partout dans le monde. Écoute, c'est une très longue enquête, extrêmement détaillée. C'est la première du genre sur cette entreprise-là. 400 pages remplies de détails. Là, les gens de Pornhub, les gens de MindGeek, là, qui étaient derrière Pornhub, ne peuvent plus plaider l'innocence. Je vais vous lire un extrait de la page 219, si tu permets, Jean-François. Oui, vas-y. Même des employés de MindGeek sont dégoûtés par la teneur du contenu qu'ils doivent modérer. Fucking pornographie juvénile à tous les jours, peste l'un d'entre eux dans une série d'échanges déposés en preuve à la cour. Un autre employé de MindGeek déclare qu'il aura peut-être besoin de voir un psy. Un troisième est visiblement ébranlé après avoir visionné une vidéo déjà en ligne sur Pornhub qui a tout l'air de montrer l'agression sexuelle d'un enfant prépubère. C'est probablement la pire vidéo que j'ai jamais vue, écrit-il. La dite vidéo avait déjà été visionnée 237 fois, ce qui signifie qu'elle avait été en théorie approuvée au préalable par un modérateur. Là, c'est un accident. On ne le savait pas. Il diffusait des vidéos avec des gens qui étaient mineurs sciemment. Oui, mais en fait, c'est ce qu'on voit, là, c'est qu'eux se réclament un peu de la disposition, là, ce qu'on appelle la section 230 d'une loi qui encadre un peu les réseaux sociaux. Là. Facebook, X se prévalent des mêmes dispositions, comme quoi ils ne sont pas responsables du contenu sur leur plateforme parce que c'est du contenu qui est versé par des utilisateurs et donc eux ne peuvent pas contrôler tout. Mais c'est très, très clair. En fait, l'enquête le montre et les poursuites le montrent aux États-Unis qu'il y avait un processus de modération extrêmement déficient. On parle de 80 modérateurs environ en tout, se répartissant là, différents quarts de travail. Donc, pour modérer une quantité absolument effarante de vidéos. Et c'est indubitable qu'il y avait un paquet de vidéos épouvantables qui ont passé à travers les mailles, qui ont été approuvées. Puis on essaie encore aujourd'hui de comprendre comment ça peut être approuvé parce qu'effectivement, eux prétendent qu'ils voyaient toutes les vidéos avant de... J'imagine, ils acceptaient toutes la les personne vidéos. qui fait ça, t'imagines comme job, toi là, tu regardes de la porno tous les jours pour approuver à un moment donné, c'est des images qui passent devant tes yeux, puis tu penses à autre chose, tu penses à ta liste d'épicerie, puis tout ça, puis tu fais ta job à moitié. Oui, puis en plus, ce que certains modérateurs ont dit, c'est qu'il y avait des quotas, donc ils devaient faire entre 600 et 1200, approuver 600 à 1200 vidéos par heure. Donc, c'est certain qu'à un moment donné... Par heure, oui. Alors, à un moment donné, tu passes extrêmement vite sur des vidéos, puis il y a un modérateur qui a dit effectivement que certaines vidéos, il ne les regardait tout simplement pas parce qu'il était trop pressé. Écoute, ces gens-là, j'imagine qu'ils n'ont pas de vie sexuelle. Quand tu passes ta journée à regarder ça, tout le temps, tu parles d'une sacrée job. Et tu dis, d'ailleurs, vous dites, les trois auteurs, que, je m'excuse, mais c'est pas une entreprise numérique comme les autres. C'est pas Amazon qui vend des livres. C'est une industrie de porno, donc ils devraient être plus responsables, encore plus. Bien, absolument. C'est le contenu le plus volatile, le plus problématique en soi, des gens qui sont nus, qui s'exposent dans toute leur intimité.
Et pendant très longtemps, tout ce qu'il fallait pour mettre une vidéo sur Pornhub, c'était de mettre une adresse courriel, puis on pouvait mettre n'importe quelle vidéo. On ne vérifiait pas est-ce que la personne est consentante. On assumait que la personne qui mettait la vidéo avait fait toutes les vérifications, puis que tout le monde était consentant. C'est peut-être un couple qui se filme en train de baiser, puis là, ils se séparent. Le gars, lui, décide pour se venger de son ex, de s'ancrer ça là-dessus. La femme, elle le sait pas. Elle l'apprend par après. T'imagines? Absolument. Puis ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on montre, là, c'est que le focus a beaucoup été sur la porno juvénile, mais tu sais, tout le côté porno de revanche, porno vengeresse, puis j'ai un cas qu'on va exposer dans le journal plus tard, là, cette semaine, mais c'est ça, c'est des gens qui même des filles qui ne savaient pas qu'elles avaient été filmées ou des relations qui se sont terminées. Ils s'étaient peut-être filmés de manière consentante, mais la vidéo se retrouve et une fois que la vidéo est sur Pornhub, ben en fait, on se rend compte que c'est quasiment impossible de la retirer d'Internet parce que jusqu'en 2020, il était possible de télécharger toutes les vidéos sur Pornhub. Donc, quelqu'un allait voir une vidéo, il aimait la vidéo, il la téléchargeait. Si Pornhub décide après de retirer la vidéo, c'est bien correct, mais la personne a téléchargé la vidéo, là, dans son ordinateur, peut la remettre après, peut la mettre sur un autre site. Donc, il y a des victimes à qui on a parlé qui ne peuvent plus, en fait, faire retirer les vidéos. Les vidéos vont toujours être là pour la vie. Ils vont toujours circuler. Exactement. Je fais une parenthèse, Stéphanie. J'ai jamais compris, moi, les gens qui se filment dans leurs ébats sexuels. Tu sais, c'est comme, c'est-tu pour leur vieux jour, à un moment donné, ils vont être vieux, là, puis ils baiseront pour se rappeler de quoi il y avait l'air. Ils vont dire, il me semble que le 22 septembre 87, c'était une maudite bonne fois. Là. On va regarder ce DVD-là. Je sais pas pourquoi ils font ça exactement. Ben, en fait, on peut se poser la question aussi, à quelle fréquence ils réécoutent ces vidéos-là? Tu t'enregistres, mais est-ce que tu prends vraiment le temps 3 jours plus tard de dire « Hey, on se réécoute dessus? » Tu veux-tu te voir toi-même dans cette... Moi, il me semble, je fais rien que me spotter du coin de l'œil dans le miroir, puis ça m'arrête bien raide. Là. En tout cas, bref, je ferme la parenthèse. Et il y a une affaire aussi très choquante, Jean-François, c'est à la fin. Plusieurs anciens dirigeants de Pornhub ont choisi de ne pas répondre à nos questions pour ce livre. C'est pas très surprenant. Ils ont droit au silence. Mais il est plus difficile de comprendre celui des autorités. Dans le cadre de notre enquête, les corps policiers québécois avaient très peu à dire sur MindGeek et sur Pornhub. Le service de police de la Ville de Montréal, tout comme la Gendarmerie royale du Canada, a refusé notre demande d'entrevue. La Sûreté du Québec n'a pas souhaité commenter non plus. À titre de défenseur du public, ils doivent des explications à ceux et celles qui n'ont pas su protéger. Ça me jette à terre. Que les gens de MindGeek ne veulent pas répondre à vos questions, c'est correct. Comment ça fait que les policiers disent non? Je pense qu'il y a un paradigme qui est à changer au niveau des autorités, c'est-à-dire que les corps policiers, oui, vont vouloir s'attaquer à la porno juvénile, mais en s'attaquant, par exemple, avec une personne qui a produit une vidéo, qui a filmé la vidéo, mais jamais on ne s'intéresse aux plateformes, à ces entreprises-là qui permettent la diffusion à grande échelle de ces vidéos-là. Et je pense que c'est en train de changer très tranquillement, mais dans le cas canadien en particulier, la GRC, c'est extrêmement inexplicable. En fait, c'est très décevant de voir que même en 2021, il y avait eu une demande de 70 parlementaires canadiens pour qu'il y ait une enquête criminelle sur Pornhub. Et à ce jour, en fait, on n'a absolument aucune confirmation qu'il y a vraiment une enquête qui est en cours et que la GRC se mure devant un courriel en disant on ne peut pas confirmer ni infirmer des réponses extrêmement évasives. Et la sénatrice Julie Méville-Deschênes qui se bat, qui a même déposé un projet de loi pour que ces entreprises-là s'assurent que les gens qui vont sur leur site aient 18 ans. Là, tout ce qu'on te demande, c'est as-tu 18 ans? Oui ou non? Oui. Bien, ça, c'est un autre enjeu, effectivement. Parce que, tu sais, on parle aussi des enfants dans des vidéos, mais que des jeunes, parfois des enfants très, très jeunes, voient certaines vidéos. Ça aussi, c'est un problème, tu sais. Puis, je veux dire, c'est effectivement... Je cite d'ailleurs dans le livre un Allemand qui a déjà dirigé une filiale de MindGeek puis qui dit que, écoutez, aux États-Unis puis au Canada, c'est beaucoup plus facile d'aller voir de la porno quand on a 15 ans ou moins que ça, que d'aller acheter une bière, par exemple, ou d'aller acheter un paquet de cigarettes au dépanneur. Il y a comme une espèce de 2 poids, 2 mesures là-dessus c'est comme si on ne veut pas trop réglementer l'Internet. Et ça, c'est la sénatrice Méville-Deschênes me l'a dit. Il y a eu longtemps une mentalité qu'on voulait laisser l'Internet se développer, laisser faire ça. Et après ça, on allait réglementer. Mais là, on est dans un dossier de pornographie. Ce n'est pas Facebook. Et même Facebook, évidemment, il y a des problèmes, mais... c'est surtout aussi, tu sais, on le sait que le développement d'Internet, l'industrie pornographique y est pour beaucoup.
Par exemple, c'est parce qu'on avait besoin d'une plus grande, ce qu'on appelle un bandwidth, là, une bande passante, pour visionner des vidéos porno, qu'on a réussi à développer la technologie de bande passante. On dit que dans le milieu d'Internet et du numérique, le moteur pour le progrès, puis faire changer, puis découvrir une nouvelle technologie, c'est l'industrie de la porno. Ça génère tellement d'argent. Tout à fait. Puis il y a des statistiques que j'ai vues que j'ai jamais pu corroborer, mais que 35% du contenu sur Internet était de la porno. Mais c'est très, très certain que l'Internet s'est développé avec la porno. Surtout à la fin des années 90 et au début des années 2000, il y a eu une ébullition. Puis ça, on l'écrit dans le livre aussi, comment tout ça a commencé. C'est des étudiants de Concordia qui ont un peu lancé ça. Et puis, c'était là qu'il y avait de l'argent à faire. Mais effectivement, l'Internet s'est bâti avec la porno. Ben oui. Et ça a pris une dérape absolument épouvantable par la suite. Et là, tu dis, la pornographie en ligne est une industrie florissante, une industrie de plusieurs milliards de dollars. Les gens derrière Pornhub font de l'argent comme de l'eau. Ils ont les capacités de payer des avocats pendant longtemps. Ça, j'imagine que le contentieux de Québécois est passé derrière chaque virgule et chaque mot du livre. Ça a été un exercice. ça a été relu, puis on est beaucoup... Il y a beaucoup d'allégations, puis la difficulté aussi dans le livre, évidemment, c'est qu'il y a quand même des poursuites très, très sérieuses qui ont été lancées au Canada, mais aussi beaucoup aux États-Unis. Mais il n'y a rien qui a encore été vraiment tranché. Par contre, il y a eu des jugements intérimaires, des décisions intermédiaires dans des jugements, mais c'est certain qu'on va en entendre parler par la suite parce qu'on n'est pas encore allé au bout des poursuites. Et ça va être intéressant quand on va avoir vraiment la totalité du portrait, mais on a essayé vraiment de faire le meilleur portrait dans l'état actuel des choses et c'est déjà accablant. Et attends de voir la réalité virtuelle qui embarque là-dedans, l'intelligence artificielle et tout ça. On est au début, là. Oui, surtout le deepfake, en fait, aussi, ça, on en parle un peu, mais c'est ça, c'est en train de... C'est en train d'arriver. Je me souviens au tout début d'Internet, j'étais jeune, là, puis tu voulais voir une photo de fille tout nue, là. Ça prenait 15 minutes avant qu'elle soit loadée sur ton ordinateur. T'avais le temps de passer à autre chose. Alors... Ça a complètement changé, puis d'ailleurs, il y a un enjeu générationnel là-dessus. Ce que c'était la porno... dans les années 90, quand c'était quelque chose de rare, des photos difficiles à avoir. Et là, maintenant, tout est ouvert, le bar est ouvert et c'est peut-être... et ça a un impact psychologique, tu sais. J'étais jeune, j'en parlais avec Benoît Dutrisac, là, on piquait un Playboy là, dans un dépanneur, là, puis on voyait une fille avec les seins en l'air. Oh mon Dieu, ça faisait notre semaine. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ça qu'ils voient, là. Non, c'est des affaires élevées, là. Extrêmement élevées. Puis ça, c'est ça. On n'a pas pu tant que ça l'aborder dans le livre, mais quel est l'impact de ça? Moi, je suis convaincu qu'il y a un impact sur... Mais ce qui est hallucinant dans ces industries-là, c'est que ce sont des gens d'affaires. Hein? Des cravates, veston, tout ça, cheveux gominés, puis on dirait qu'ils gèrent une business. Ça pourrait être, je sais pas, une importation de tapis turc ou... là, tu sais. Ouais. Mais c'est de la porn. Mais ça, ces gens-là, non. C'est une business comme une autre pour eux autres. Bien, c'est ça. Ils ont longtemps essayé, un petit peu moins maintenant, mais de se présenter vraiment comme une compagnie de technologie de l'information. Puis quand tu allais sur le site Internet de MindGeek, au milieu des années 2010, là, c'était vraiment, tu aurais pu penser que c'est CGI, là, il disait leader dans les données et tout ça, il n'y a jamais mention il y a vraiment comme une espèce d'hypocrisie énorme dans tout ça. Là, puis, écoute, j'ai vu des séries de fiction qui racontaient l'histoire de Uber, puis des séries de fiction qui racontaient l'histoire de Google, mais ça ferait une série de fiction incroyable sur l'histoire de Pornhub, parce que ça en dit long sur notre société. Énorme. C'est un sacré livre, là. Vraiment, bravo. Jean-François Cloutier, Norothée Lamontagne, Nicolas Brasseur, ça s'intitule « L'Empire du sexe ». Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Richard. Merci.